ça fait quelques années que la formule des open worlds, qu'on la sent en déclin. Cette proposition folle de plonger un joueur dans un grand monde libre, plein de quêtes, au mieux c'est la norme, mais au pire, ça nous fait un peu souffler du nez. Plus aigris d'entre nous, je vous l'accorde. Il faut dire, on remarque de plus en plus que la formule amène à pas mal d'impasses de game design. Toujours plus grand, toujours plus riche, toujours plus varié, mais finalement toujours plus écrasant, toujours plus ennuyeux et toujours moins consistant. Arriver à lier organiquement histoire riche, gros contenu, variété de gameplay et liberté du joueur, c'est une alchimie qui est difficile à réussir. Et pourtant, il semble que c'est en Pologne que certains développeurs parviennent au mieux à accoucher de ce genre d'œuvre, avec le plus de réussite dans leur entreprise. Car oui, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un studio polonais ayant accouché il y a des années d'immenses RPG à monde ouvert dans un univers de fantasy dense et ayant été la fierté des joueurs de leur pays. Hein non, on va parler de Two Worlds. Vous imaginez autre chose? Allez, bienvenue dans XP. L'histoire commence en 1997 en Pologne, à Cracovie. Dans ce pays où la première PlayStation coûte alors un mois de salaire, l'industrie du jeu vidéo applique un principe de débrouillardise nommé Kombinovac, un savant mélange de piratage de CD, de jeux de contrefaçon et de la contrebande de consoles de jeux. Cependant, un certain groupe de jeunes informaticiens polonais, soucieux de rattraper leur retard technologique sur les USA, commencent à développer leurs propres jeux, notamment pour produire des RPG dans des univers d'heroic fantasy. Cette émergence de jeunes talents prometteurs, et pas cher à payer, parlons franchement, a fini par attirer l'attention d'un certain éditeur de jeux vidéo allemand, alors en pleine croissance et souhaitant étendre son influence en Pologne, et cet éditeur, c'est Topware. Topware est une société d'informatique allemande qui brasse en 1997 des quantités astronomiques d'argent grâce à toutes ses succursales en Europe. Ils officient dans tous les domaines et sponsorisent des pilotes de Formule 1, bref, c'est l'Allemagne après la chute du mur et pendant l'explosion d'internet, rien ne semble les ralentir. Topware décide de profiter de l'émergence de l'industrie du jeu vidéo polonais en permettant au talentueux développeur Mirosław Demek, dans quoi je me suis embarqué, moi? Un jeune homme tout juste sorti de l'université et à l'origine du jeu de stratégie à succès Polani. L'éditeur lui permet de créer son propre studio interne à Cracovie qui sera sobrement baptisé Topware Interactive. Le studio s'occupe de développer des jeux pas chers pour l'éditeur allemand afin qu'ils puissent être vendus en Europe de l'Est et ainsi faire baisser la tentation du piratage. Bon, la thune allemande coule à flot et Topware Interactive se dote d'énormes studios. Ouais, dites-vous qu'ils sont dans un immeuble de 5 étages pour faire des RTS pas chers, histoire de faire dans la sobriété. Plusieurs jeux à succès sont publiés et permettent à Topware de signer tout un tas d'accords avec d'autres développeurs polonais, à commencer par Metropolis Software, un des plus gros studios à l'époque. Ces derniers ont un projet qui leur tient particulièrement à cœur, développer un action RPG qui adapterait l'œuvre de leur Tolkien local, Andrzej Sapkowski. Vous l'avez compris, il s'agit de The Witcher, mais pas celui que vous croyez. Metropolis, fort de quelques succès commerciaux, envoie une lettre à Sapkowski, lui demandant si le studio a l'autorisation d'utiliser sa série de romans. L'auteur accepte, tout porte à croire qu'il en avait rien à péter, et Metropolis se met à travailler sur un jeu d'heroic fantasy, qui se veut avoir un scénario mature, des choix moraux difficiles et une mise en scène cinématographique et dynamique, pour mettre en jeu les aventures de Gérald de Rive, dans son magnifique juste au corps violet. Geralt. Ok. Topware édite le studio et lui permet de travailler 1 an sur le projet, avant de simplement considérer que la licence The Witcher n'a aucune chance à l'international. Ouais, un flair sans égal chez Topware. Topware décide d'annuler le projet et Metropolis Software, bredouille, est mandaté en 98 sur un gros projet de CRPG censé sortir pour l'an 2000, Two Worlds. Le projet Two Worlds, tel que voulu par Topware, c'est un mélange de RPG et de jeux de stratégie se déroulant en l'an 3001, dans un univers de space opéra peuplé par des centaines de races aliens séparées par de la poussière cosmique. Le joueur y est transporté et doit réaliser des tas de missions, alors que l'apocalypse s'abat sur cette galaxie riche de toute une mythologie, un système de combat en temps réel et de la puissance dans tout nouveau moteur de jeu pour RPG, le Wireframe Engine. Ouais, si vous connaissez Two Worlds et même de loin, vous vous dites qu'il y a une couille dans le potage. En parallèle, Metropolis Software continue de publier des tas de jeux faisant stagner le projet de Space Opera Galactic Two Worlds, et en 2000, Two Worlds n'a pas avancé, et Topware décide finalement, et sans regret, de l'annuler. Ah bah non, c'est pas fini, Yao.
Bah ouais, car on avance en 2005 et après une grosse traversée du désert et un rachat par une grosse société américaine, Topware décide de marquer un grand coup, car aux États-Unis, un certain Bethesda est en plein dans la production d'un nouvel opus de la colossale saga The Elder Scrolls. Les Oblivion Killers, cette ribambelle de action RPG à monde ouvert sortie entre 2004 et 2007, souhaitant singer le style de Bethesda, c'est presque un genre à part entière des RPG des années 2000. Surtout que si on se tourne vers l'Allemagne, un solide groupe de développeurs s'apprête à sortir un troisième opus ambitieux de leur série de RPG, Gothic 3. La vidéo dédiée à la série Gothic, ça se passe en haut à droite de votre écran. Bon, Topware sent qu'il y a un gros coup à jouer et décide de ressusciter un de leurs projets avortés, Two Worlds. Le projet est considérablement repensé, fini l'échelle galactique, les aliens et les empires de l'espace, l'éditeur veut du Oblivion-like. Le projet est évidemment confié à Metropolis Software, ce qui est à l'origine de la première version de Two Worlds, et le jeu est prévu pour sortir en 2006 pour coller à l'opus de Bethesda. Sauf que Metropolis Software n'est plus que l'ombre de lui-même. La plupart des développeurs ont démissionné et le studio sort des jeux assez médiocres. Topware décide de se séparer de Metropolis, qui est revendu à leur principal concurrent CD Projekt, l'éditeur qui est alors en pleine production de leur action RPG de fantasy, The Witcher. La boucle est bouclée. Topware confie Two Worlds à leur studio interne, récemment renommé Reality Pump, toujours avec Mirosław Demek à sa tête. Ça tombe bien d'ailleurs, Reality Pump vient de sortir la suite de leur premier jeu, Polanyi 2, qui a été distribué hors Pologne sous le nom de Night Shift. Ouais, accrochez-vous, ça va devenir compliqué. Reality Pump travaille alors sur un Polanyi 3, donc Night Shift 2. Appelé Curse of Souls, ils travaillent sur leur série de RTS de fantasy, qui se débarrasse de plus en plus de ses composantes stratégie, pour faire de ce jeu un véritable RPG. Le studio se voit alors confier Two Worlds et décide de transférer tout le travail fait sur Night Shift 2 à ce projet. Reality Pump a alors la charge de développer leur tout premier RPG avec une équipe extrêmement réduite de 22 personnes. Des mecs comptent emboîter le pas à Oblivion par tous les moyens en ajoutant au jeu, en plus du riche monde ouvert que le joueur est libre de parcourir, un énorme mode multijoueur, des tas de pouvoirs magiques et globalement tout multiplié au moins par 2. La carte fait 30 km², plein de grosses villes, des biomes en veux-tu, en voilà, et tout ça grâce au Wireframe Engine, largement amélioré en interne et qu'on va nommer le Two Worlds Engine. Le développement du jeu est fait avec les moyens du bord et le studio fait tout son possible pour faire de Two Worlds un RPG à la hauteur de la nouvelle génération de consoles. Cependant, n'est pas Bethesda ou Piranha Bytes qui veut, et les employés de Reality Pump cumulent plusieurs casquettes, dont celle de comédien. En effet, n'ayant pas les moyens d'embaucher les dizaines de comédiens que nécessiterait un RPG avec tant de PNJ, ce sont les développeurs eux-mêmes qui enregistrent les voix des personnages, sachant que les dialogues sont écrits en vieil anglais. Ouais, détail indispensable pour un RPG réussi, n'est-ce pas? Aussi, et dans la longue tradition des développeurs de RPG qui ont les yeux plus gros que le ventre, l'équipe ajoute sans cesse de nouvelles idées, même lorsque le jeu avançait dans sa production, dans une espèce de un pas en avant et deux pas en arrière. Le studio parvient, je sais pas trop comment, à faire composer la bande originale de Two Worlds par le compositeur Harold Faltermeyer, à l'origine de la bande son originale de Top Gun et des flics de Beverly Hills. Il avait déjà travaillé avec l'éditeur Topware auparavant et a dû se contenter de quelques captures d'écran pour composer sa bande son. Lorsque Oblivion sort, c'est un peu la douche froide. Oblivion est magnifique, très complet, addictif et les fonctionnalités sont absolument vertigineuses et maîtrisées. Two Worlds, à ce stade du développement, fait vraiment pas le figure. Et même à sa sortie, je vous spoil un peu. La date de sortie est repoussée à 2 reprises pour pouvoir faire profiter du haut jeu de, je cite, meilleur peaufinage. Ouais, on n'a pas beaucoup d'interviews à froid des développeurs, mais croyez-moi, ça a dû sévèrement cruncher à ce moment-là. Surtout qu'au milieu du développement, il est décidé de sortir le jeu sur Xbox 360, alors qu'il ne devait à l'origine ne sortir que sur PC. Les développeurs n'ont aucune idée de comment porter le jeu sur la console de Microsoft, et les deadlines se font de plus en plus pressantes. La date de sortie est décalée de plusieurs mois, et finalement, Two Worlds sort le 18 mai 2007 sur PC. On démarre Two Worlds avec la création de personnage la plus sommaire que vous pouvez imaginer avant d'être propulsé dans son histoire. On incarne un simple mercenaire dans le monde de Antalor, où une terrible guerre a lieu entre les humains et les orques. Histoire de faire dans l'originalité. L'intrigue du jeu tourne autour du kidnapping de notre sœur jumelle, Kira, et on sera aidé par ces charmants messieurs qui nous demandent de rassembler tous les fragments d'une clé du tombeau de notre ancêtre pour accomplir un rituel. Ouais, aucune raison de se méfier. On récupère des fragments de clés aux 4 coins de la map à travers de nombreux biomes d'environnement, réaliser des quêtes pas passionnantes, et le rituel est finalement accompli. Et là, plot twist, spoiler, enfin tout ce que vous voulez, en fait les gentils, c'est pas les gentils. Enfin, c'est pas grave, si on est arrivé jusque là dans le jeu, c'est parce que notre personnage a des stats et des items complètement pétés, et on va tabasser Gandohar, le boss final, dans son château. Ou alors, maintenant que vous êtes spoilé, vous pouvez le buter dès les 2 premières minutes de jeu, c'est 20 heures d'économiser.
Bon, Non mais on va commencer par du positif, hein. Bon, la musique déjà, c'est cohérent, très mélodieux, il a des orchestrations riches et variées, et même si c'est parfois un peu hors sujet... Bon, allez, c'est pas mal. Aussi, mine de rien, le jeu ne cède jamais à la facilité. On n'est pas inondé de donjons, de caves et de grottes faciles à modéliser. Ici, c'est la plupart du temps en extérieur, avec des gros environnements qui font respirer. C'est loin d'être le cas de tous les RPG pas chers à l'époque. Aussi, bon, même si le scénario, c'est la mort de l'excentricité, y a des retournements de situation sympas, des cinématiques qui ont de la tronche. Et si on fait un effort, c'est possible de se laisser porter un peu par l'histoire. Et étonnamment, on peut dire ce qu'on veut, mais les environnements sont très riches, compte tenu de la grande taille de la carte. Vous avez des camps de bandits, des villages, des temples, toujours quelque chose à faire et à voir. C'est très singulier pour un open world qui ne soit pas aussi maîtrisé qu'un Elder Scrolls à l'époque. Et ajouter à ça le champ de vision énorme à la Oblivion, y a pas à dire, c'est du beau boulot. Par contre, vraiment, pas grand chose à sauver au niveau des animations. C'est au mieux aussi rigide qu'un culbuto et au pire... je vous ai prévenu, ça collisionne n'importe comment, le jeu sait pas gérer deux animations en même temps, ça part dans tous les sens et du coup, les combats sont juste laborieux et parfois même ingérables. Juste penser à la conduite à cheval, j'ai du stress post-traumatique. Ouais, les combats, c'est pas vraiment ça, et pour un jeu aussi long, c'est juste de la torture. Les ennemis, aussi variés qu'ils soient, n'ont qu'un seul pattern et sont juste de gros sacs à PV qui soit vous effleurent, soit vous... one shot, et les ennemis s'adaptent pas à votre niveau, autant vous dire que vous allez rôter du sang. En fait, j'ai juste l'impression de jouer à un MMORPG qui aurait été déserté il y a 15 ans. Ce que je trouve fascinant avec ce jeu, c'est son aspect graphique si étrange, pourtant c'est pas si évident. Les villes sont belles et assez peuplées pour l'époque, la map est géante et fait haute définition. J'arrivais vraiment pas à mettre les mots dessus en y jouant quand je l'ai découvert il y a à peu près 10 ans, et au début de ma nouvelle run pour cet épisode, mais je crois avoir une piste maintenant. Tout est trop précis, regardez l'herbe, les lumières dans ta face, les textures sur les murs, on dirait que tout a été fait par des modeurs de texture 4K, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a aucune cohérence dans les graphismes, c'est juste le plus détaillé possible, partout, mais au service d'un gameplay qui n'a pas l'air fini. Et avec la compression, ça fait juste un dégueulis de texture. Les PNJ rament, on sent que tous les potards ont été poussés au maximum, mais sans aucune optimisation. Enfin, mon setup de 2023 galère à faire tourner Two Worlds. Enfin, on marche sur la tête. En fait, j'ai juste l'impression de jouer à un jeu piraté. Rien que la manière dont le jeu gère l'eau, regardez, elle est graphiquement impeccable, reflet HDR sublime et tout. Et dès qu'on plonge dedans, on nage à 2 à l'heure avec la pire animation. Ouais, c'est assez pathétique, et le jeu te hurle qu'il veut faire mieux que Oblivion. Non, mais le pire, ce sont les dialogues. Alors pour la VO, c'est la platitude même, j'ai dû regarder le résumé du jeu sur internet pour comprendre ce qui se passait hors gore cinématique, mais la VF... Lorsque j'étais jeune, je cherchais aussi l'aventure. Mais croyez-moi, jeune homme, elle ne vaut pas le prix à payer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ne laisse pas tomber les bras. Je sais pas ce que je préfère le plus, l'implication proche de zéro des comédiens, la traduction complètement aux fraises, ou le mixage plus chaotique que je connaisse. Peut-être le casting, ouais, ça c'est un gros méchant orc. Et ça c'est le boss de fin. J'ai des ordres. Moi vivant, personne n'entrera au château. Ah, et quand on le tape, il dit aïe et ouille. Aïe. Two Worlds, pour moi, ça ressemble pas mal à Rise Sons of Rome, au lancement de la Xbox One, vous en souvenez. Un jeu très très beau, grand et avec plein de qualités techniques indéniables. Bon allez, Rise s'en sort quand même largement mieux, j'exagère, mais affublé d'une histoire et d'un gameplay très bancal qui condamne le jeu à n'être qu'une vitrine graphique de son époque, incapable de marquer les esprits outre cela. Je suis allé au bout du jeu en me tapant de bonnes barres. Sans ça, je pense que je me serais laissé tomber les bras. La vérité, c'est que ça m'a juste donné envie de relancer Oblivion. En fait, Two Worlds, c'est un énorme gâteau à la crème avec meringue, petits fruits au-dessus et servi sur une super jolie table. C'est juste que le gâteau, il est dégueulasse. Two Worlds a eu, comme vous pouvez vous l'imaginer, un accueil plutôt tiède. L'expérience très incomplète, souffrant la comparaison avec Oblivion et même Gothic 3, ça fait vraiment mal, et le jeu est pas mal en retard sur son temps. Cependant, un RPG âpre et difficile où le joueur est lancé à corps perdu dans un monde ouvert qui veut ta mort, et vous le voyez venir gros comme une maison en pan de bois, les Allemands ont adoré. Ah, wunderbar. Ouais, Two Worlds a cartonné en terre germanique et s'est écoulé en additionnant les grosses ventes polonaises plus de 2 millions d'exemplaires. C'est plus que The Witcher 1 que CD Projekt venait également de sortir. Oui, Two Worlds a fait mieux que The Witcher. Alors vous faites ce que vous voulez de cette info. Évidemment, Topware pousse Reality Pump à créer du contenu supplémentaire à ce succès, qui est alors le jeu polonais le plus vendu de tous les temps. Reality Pump veut doter à Two Worlds d'une extension qui est provisoirement nommée Two Worlds The Temptation, ajoutant des cartes, des quêtes, mais aussi retravaillant toute l'IA et le système de combat. Le travail continue et il est annoncé que l'extension sera accompagnée d'une refonte totale du moteur graphique. La sortie de l'extension est alors repoussée alors que les développeurs continuent d'augmenter l'échelle du jeu. Échelle tellement grande que faire de tout ça une extension, ce serait presque dommage.
enfin j'imagine. Reality Pump parvient à convaincre Topware de leur donner un peu plus de temps et faire de tout ce travail le projet Two Worlds 2. L'éditeur accepte et l'équipe bénéficie d'une deadline en 2010 pour sortir le meilleur RPG possible. L'équipe refonde alors complètement le moteur de jeu pour accoucher du Grace Engine qui augmente considérablement la distance d'affichage et est plus facile à porter sur la Xbox 360 et la PS3, histoire de faire ça moins à l'arrache qu'avec le premier opus. Le studio fait également venir des athlètes olympiques dans leurs locaux pour faire de la motion capture. Ouais, ça a de quoi donner de l'espoir vu les animations balais dans le cul du jeu précédent. Reality Pump se dote du talent des compositeurs de Gothic 3, histoire de rester dans la filiation et bénéficie de 3h30 de bande son, rien que ça. Le développement avance péniblement, le game designer Mirosław Demek souhaitant incorporer des développeurs américains dans son équipe, et la sortie sur PS3 est finalement abandonnée au profit d'une sortie exclusivement sur PC et Xbox 360. Et un point par la 360. Ouais, Sony en PLS, hein. On ajoute à l'écriture une bonne dose d'humour qui casse le quatrième mur à la manière de la saga gothique, et on met le paquet sur la qualité des graphismes, histoire de se démarquer. En fait, le développement s'éparpille énormément, et une quantité astronomique de features sont ajoutées au jeu, histoire qu'il soit le plus impressionnant le jour de sa sortie. En témoigne l'énorme quantité de contenu et l'étendue des biomes du jeu. Quoi qu'il en soit, Two Worlds 2 est publié le 9 novembre 2010. But our future is tied to another. Two Worlds 2 se déroule 5 ans après les événements de Two Worlds 1. La création de personnages est bien plus complète et on se lance dans l'aventure. Le magicien noir Gandohar a retrouvé toute sa puissance et est parvenu à capturer notre héros et sa sœur Kira, qui est utilisée comme source de pouvoir pour Gandohar. On parvient à se libérer à l'aide d'un groupe d'orques, ce qui rend très mécontent nos ravisseurs. Monseigneur, il s'est passé quelque chose. Les gardes, ils sont tous morts. Et après avoir tué le sbire de Gandohar, Sordaon, on se met au service de Cassara, une prophétesse au design le plus beauf que vous pouvez imaginer. Ouais, je vous ai prévenu. Elle nous fait part d'une vision pas très rassurante. Ça je reconnais, c'est en plagiat, et Cassara nous envoie explorer les terres d'Antalor et sa gargantuesque map de 60 km². À force d'enquêter sur le méchant Gandohar et de génocider toutes les créatures sur notre chemin, on se rend compte dans le niveau final que, attention spoilers, Gandohar n'est que le pantin d'une plus grande menace, qui n'est autre que Cassara elle-même. Ouais, cette saga, ça sera toujours le niveau 0 en termes de plot twist. Bagarre contre elle en forme de dragon, 14e sauvetage de la sœur jumelle, nouvel empereur, et on arrive à la fin au bout de 50 pénibles heures de jeu. Pour être très honnête avec vous, je crois que je n'ai jamais joué à un RPG aussi déroutant que Two Worlds 2. Enfin, je vous jure, c'est trop étrange. Graphiquement, côté décor et lumière, c'est sublime. Voilà, c'est juste magnifique. Les étendues sauvages sont dépaysantes, le moteur graphique est au top, les effets visuels sont à couper le souffle, et quand on le remet dans son époque, en 2010, je rappelle, c'est juste dingue. Enfin, je déconne pas, ça tutoie Skyrim dans plein d'environnements. Et c'est extrêmement étrange vu que, regardez-moi ces tronches. Enfin, c'est la cata, on dirait que deux équipes ont travaillé sur deux jeux avec deux budgets différents et qu'on aurait mélangé tout à la fin. Enfin, j'ai l'impression que les PNJ jouent un meilleur jeu que moi. Non mais regardez ça. Pareil pour le système de combat, on a des animations très sympas, des tas et des tas de manières de jouer différentes pour un des gameplays les plus mous et faciles à casser de l'histoire du RPG. Entre les ennemis qui tombent tout seuls dans le vide, qui tirent des flèches et lancent des sorts à côté et leur fâcheuse tendance à ne jamais quitter leur zone, j'ai fait un personnage archer pendant ma run et je crois ne jamais avoir eu la moindre difficulté avec le jeu. Ouais, au bout d'un moment, j'ai tiré 12 flèches en même temps, ça a aucun sens. Le jeu fourmille d'idées bizarres comme un patchwork de plein d'autres RPG. Par exemple, trop courir dans la rue, ça pousse les gardes à vous attaquer, le cheval ne se téléporte pas avec vous non plus. Ok, j'ai jamais pu essayer le multijoueur, vous vous en doutez, mais de ce que j'en ai vu, c'est la même. Plein de bonnes idées sur le papier, mais foutues au forceps n'importe comment dans le gameplay le moins optimisé du monde. Et puis, Two Worlds 2, s'il est rentré dans la prospérité, c'est en grande partie grâce à sa localisation complètement aux fraises. Je n'ai pas grand chose à partager. Prenez cette saucisse. C'est simple, j'ai pas d'explication. Avant de parler du plus évident, juste les textes. Un chevel, les autruches, les mages, et je vous ai pas montré toutes les coquilles, les problèmes de typo, etc. Enfin, j'ai jamais vu un boulot aussi torché. Mais ce qui est le plus magique, c'est les doublages français. Trouvez-les et tuez-les pour que je puisse faire ce que j'ai à faire. Ça va, je suis coincé. Le cocktail est fantastique. Dialogue de merde, comédien à la ramasse et absence totale d'effort. Les bons professionnels sont rares de nos jours. Là, je trouve que c'est une œuvre d'art. Je sais pas qui est responsable de ce splendide fiasco, mais merci de tout mon cœur, j'aurais pas fini le jeu sans ça. Et malgré tous ces défauts, je tiens à préciser que ça n'a quand même rien à voir avec Two Worlds premier du nom. Two Worlds 2 est beaucoup mieux, déjà en termes de cachet graphique, mais aussi au niveau du gameplay global. Ça reste beaucoup plus jouable, plus intuitif, plus dynamique. Sinon, quoi d'autre ouais, le système de crochetage, j'aime bien le mini-jeu. Les combats en arène aussi, ça rappelle de bons souvenirs sur Oblivion. Et allez, il y a quelques traits d'humour, volontaires ou non,
qui font pas mal mouche. Ça enlève rien au fait que le scénario est soporifique et que l'aventure consiste à aller chercher des objets et tuer des quantités de monstres et farmer comme un abruti pendant 30 heures sur les 50 qu'il faut se farcir pour voir le bout du jeu. Et puis, en termes de direction artistique, ça va jamais plus loin que grosse épaulière, je sais pas ce qu'ils ont avec ça, il y en a partout et toujours plus over the top, et des meufs à moitié à poil. Ouais, niveau sexisme, le jeu atteint des sommets, et y a pas un personnage féminin qui a pas le physique de Kim Kardashian, elles sont toutes sans exception des victimes ou des manipulatrices, armure nichon et j'en passe quoi. On regrette presque la saga gothique que le monde peuple uniquement de mecs, si c'est pour scoltiner ce genre de mauvais goût. Pour conclure, après plusieurs dizaines d'heures de jeu passées dessus, j'ai l'impression que Two Worlds 2 fait très bien semblant d'être un jeu qu'il n'est pas. On a l'impression qu'on joue à The Witcher 2 aux dimensions d'un Skyrim, mais non, vous jouez à une pâle copie de Ryzen beaucoup trop ambitieuse pour ce que les développeurs sont capables de faire. Et j'arrive pas à croire que ce soit sorti la même année que Mass Effect 2 et Fallout New Vegas. Et vous savez quoi? Je trouve que ça a quand même un certain charme. Pas suffisant pour que je vous le recommande, pas déconner, mais assez pour avancer jusqu'au bout et se prendre au jeu, jusqu'à même être surpris par cette fluctuation constante entre super production action RPG et mauvais jeu cheap mal équilibré. C'est sublime car c'est la parfaite synthèse des pires défauts et des meilleures qualités du genre action RPG. Si j'ai juste eu l'impression d'avoir perdu du temps avec Two Worlds 1, je crois que l'expérience Two Worlds 2 est en un sens extrêmement enrichissante. La sortie de Two Worlds 2 est assez décevante du côté de la critique, bien que le jeu s'écoule à plus de 2 millions de copies, en faisant un succès commercial certain. Two Worlds 2 se fait épingler pour ses nombreux bugs, son gameplay extrêmement maladroit, sa traduction catastrophique et le jeu quoi. Surtout que la sortie du jeu s'accompagne d'un beau petit scandale, l'éditeur Topware aurait fait des coups de pression aux journalistes notant le jeu en dessous de 7 sur 10. Ouais, Topware accusait les journalistes de jouer à des versions piratées et les menaçait de poursuites judiciaires. Autant vous dire que ça l'a foutu mal. Ajoutez à ça que le jeu a bénéficié d'une édition jeu de l'année. Jeu de l'année. En 2011. La suite de l'histoire pour la saga Two Worlds ne sera à partir de là qu'une longue descente aux enfers. Déjà un premier DLC nommé Two Worlds 2 Pirates of the Flying Fortress axe un scénario sur les archipels de Antalor. C'est une extension pas mal au vu du jeu de base, avec enfin un scénario un peu plus travaillé que la campagne principale. Et la même année sort une véritable bizarrerie, Two Worlds 2 Castle Defense. Sur PC et mobile. Ouais, c'est un jeu de tower defense, estampillé Two Worlds. Ouais bon, visiblement Topware en avait plus rien à foutre pour remplir la trésorerie, surtout que le jeu, c'est carrément de la merde. Après ça, Reality Pump et son éditeur Topware sombrent dans un vrai marasme financier. Et à l'origine de ça, un procès avec Interplay. Toujours là pour faire couler des studios. En effet, en 2012, ce qui restait d'Interplay a gagné son procès contre Topware pour une histoire de licence de jeu d'échecs utilisée sans autorisation, bref. Le studio tente de rebondir avec une adaptation en jeu vidéo de Iron Sky, ouais, le film avec le troisième Reich sur la Lune. Bon, c'est aussi de la merde, et le game designer, fondateur et patron de Reality Pump, Mirosław Demek, démissionne pour aller faire de son côté des tower defense. Décidément, c'est une vocation. Le studio fait complètement faillite, et frôle la fermeture en 2016, et alors que la majorité des développeurs ont été licenciés, le studio est ressuscité, et sort 5 ans après, un nouveau DLC pour Two Worlds 2 nommé Call of Tenebrae, avec plein de microtransactions dedans. Bon, vous pouvez vous l'imaginer très mauvais, en plus d'être très en retard pour son temps. Ouais, The Witcher 3 est sorti depuis 2 ans là, faut se réveiller. Topware prévoit de ressortir Two Worlds 2 sur Xbox One, parce que pourquoi pas, et charge Reality Pump, ou tout du moins son cadavre, de développer Raven's Cry, un des plus gros étrons de l'année 2015. Histoire de jamais laisser mourir les licences qui agonisent, Reality Pump sort un nouveau DLC merdique pour Two Worlds 2 nommé Shattered Embrace en 2019. Avant de se lancer sur un nouvel opus de la saga, Two Worlds 3. Si le projet a peu de chance de sortir un jour et s'il sort d'être de bonne qualité, eh bien je pense, contre toute attente, qu'il faudra le suivre avec grand intérêt. La saga Two Worlds ne brille ni par sa qualité, ni par son impact comme RPG international, mais elle a bel et bien pavé le chemin à tant de développeurs et a laissé dans son sillon toute une ribambelle de studios extrêmement talentueux. Metropolis Software, les premiers développeurs en charge de Two Worlds, ont par la suite formé 11 Studios, les développeurs de Frostpunk. Les licenciés en 2015 de Reality Pump ont formé Blooper Team, qui a la charge du remake de Silent Hill 2, et ce sans compter tous les développeurs partis rejoindre CD Projekt, travailler sur les RPG parmi les plus réussis de l'histoire du jeu vidéo. Two Worlds ne ressemble certes qu'à une pâle copie d'Oblivion, mais qui tente par tous les moyens de tutoyer le géant Bethesda et qui a, dans le sillage de son développement, permis l'émergence d'une nouvelle manière de concevoir les œuvres et l'industrie du genre RPG. Two Worlds et Two Worlds 2 sont disponibles sur tout un paquet de plateformes, bien que, comme d'habitude avec les jeux traités dans XP, je vous conseille la version PC pour profiter de mods qui vous permettent d'améliorer votre expérience. Aujourd'hui, Reality Pump n'est plus que l'ombre de ce qu'il était il y a 10 ans, et l'échec cuisant de la purge qu'est Raven's Cry n'augure rien de bon pour Two Worlds 3, surtout que l'épisode n'est pas attendu par grand monde. Il paraît que le développement aurait commencé en 2016, et la dernière nouvelle qu'on a eue c'était en 2018 où l'éditeur annonçait qu'il faudrait attendre 4 ou 5 ans avant de le voir arriver. Bon, on
verra bien. Toujours est-il que je vous remercie d'être arrivé à la fin de cette vidéo. L'idée de faire un épisode sur Two Worlds, c'est à la base de mon envie de réaliser cette émission, et j'espère qu'il vous aura plu. Je vous enjoins à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, et à vous exprimer en commentaire sur votre expérience avec la saga Two Worlds. Je serais ravi de vous lire. Aussi, je tiens à vous rappeler que je possède une page Patreon, car je réalise ces vidéos avec passion sur mon temps libre. Et si vous avez l'envie et les moyens de m'aider, cela me permet de dégager plus de temps et d'énergie pour vous proposer les meilleures vidéos possibles. Sur ce, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine.